La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à vous tous. Nous allons démarrer ce webinaire à l'heure prévue, c'est-à-dire à 11 heures, dans 3 minutes pour moi. Merci à tous ceux qui sont déjà présents et merci à tous ceux qui vont arriver, puisque avant l'heure, c'est pas l'heure, dit la formule. Nous sommes Nicolas Sterckmans et moi-même ravis de vous accueillir. L'objet de ce webinaire est d'essayer de vous présenter une étude la plus exhaustive possible qui a été réalisée à la demande de Malwarebytes par un cabinet qui s'appelle Osterman Research dans le monde entier et notamment en France où environ 180 entreprises ont été interrogées sur les causes, conséquences des ransomware. Nous avons délivré quelques chiffres dans les invitations que nous vous avons transmises, mais Nicolas va vous présenter en détail cette étude, ce qu'il en ressort, ce qu'on peut en attendre, ce que les entreprises doivent faire pour se prémunir de ces rançongiciels, disent nos voisins canadiens, ransomware en bon français, si je puis dire. Et il vous présentera également les dernières tendances, et notamment un nouveau malware qui est arrivé cet été et qui est susceptible de causer énormément de dommages. Voilà. Donc, écoutez, sans plus attendre, je vais céder la parole à Nicolas qui a maintenant le contrôle de cette présentation et qui va vous démontrer l'ensemble de ces slides qu'il se propose de vous partager avec vous. Pardon, un dernier petit point. Vous pouvez poser vos questions à n'importe quel moment de cette séance. Je vous demanderai pour des questions de commodité de les poser par écrit à travers le module de chat et je les relayerai moi-même à Nicolas. Si besoin, je peux évidemment vous donner la parole en activant votre micro, mais je préfère qu'on travaille de manière écrite parce que c'est plus simple pour nous tous. Nicolas, c'est à vous. Bonjour Stéphane, merci pour cette introduction. Donc, merci à tous de participer à ce petit webinaire sur les nouvelles menaces, le paysage. Depuis notre dernier webinaire que nous avions fait ensemble avec d'autres acteurs du marché sur NotPetya au mois de juillet, il y a déjà eu pas mal d'actualités, puisque c'est un milieu qui ne dort jamais. Donc, on va voir très rapidement quelques slides sur la partie Osterman. Je vous ai mis le lien et de toute façon, on vous enverra le lien pour pouvoir télécharger l'étude spécifique aux entreprises françaises, mais sur notre site, vous avez aussi l'étude mondiale que nous avons commandée à Osterman. On va voir les techniques d'attaque d'un ransomware qui s'appelle JAF, qui a débuté au même moment que WannaCry, et d'ailleurs, il y a eu des amalgames sur pas mal de victimes à ce niveau-là, où ils pensaient avoir été attaqués par WannaCry, et en fait, c'était par JAF. Et on va voir ce que Malwarebytes propose en termes de posture de sécurité et de cyber-résilience face à ces nouvelles menaces qui aujourd'hui rendent la vie des RSSI très compliquée. Donc depuis notre dernier rendez-vous, Stéphane, il y a eu quelques petites actualités, le vol de données chez Equifax, le ransomware Princess Locker ou Princess Ransomware, qui est un élément qui revient aujourd'hui sur le devant de la scène, puisqu'il y a un an, quand il était sorti, il était diffusé par du mail classiquement. Aujourd'hui, il arrive un petit peu modifié, un petit peu customisé. Il arrive par du drive-by download. Et les montants sont assez conséquents puisqu'il ça démarre à partir de 300 bitcoins. On a bien entendu, vu l'actualité de ces dernières semaines, des éditeurs CC Cleaner. Aujourd'hui, on est à 2 millions de téléchargements d'une version qui a été corrompue directement au sein de l'éditeur. A priori, ça viendrait
ça viendrait de Chine pour l'instant au niveau des premiers éléments, et les analystes ont découvert qu'il y avait, j'allais dire, une deuxième couche au sein de cette backdoor qui avait été détectée. C'est que c'est une attaque ciblée qui aujourd'hui vise plus d'une centaine de grandes entreprises worldwide comme Google, Samsung, Sony, Microsoft, Cisco et consorts. Et c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère. Donc heureusement, quand on a un Malwarebytes installé sur la machine, on a cette capacité de détecter et de supprimer cette backdoor. Un ransomware assez atypique, c'est la partie, je trouve, fun de notre métier, c'est NRansomware. Donc lui, il va pas vous demander des bitcoins, par contre, il va vous demander, pour pouvoir déchiffrer vos fichiers, d'envoyer des photos de vous, nus, pour pouvoir décrypter vos fichiers. Donc il va demander plusieurs photos pour s'assurer que ce sont bien vos photos de manière dénudée pour pouvoir vous envoyer la clé de décryptage. Il y a comme ça de temps en temps des cybercriminels qui utilisent des choses assez fun. On avait vu celle où il fallait donner les adresses mail de 2 personnes pour pouvoir récupérer la clé de déchiffrement, d'autres qui faisaient de l'éducation, où ils vous demandaient de regarder des vidéos sur la sécurité informatique pour pouvoir récupérer la clé de déchiffrement. De temps en temps, comme ça, on a des petites pépites au niveau des menaces. Bien entendu, pour les entreprises, c'est beaucoup moins drôle. Donc sur l'enquête que nous avons fait avec Osterman, on va avoir différents éléments qui peuvent vous aider à voir par rapport à ces réponses votre positionnement en termes de résilience, de cybersécurité, sur les comportements que vous avez ou vos procédures que vous avez en interne et ce qui se fait dans les autres entreprises au niveau de la sécurité. Donc j'ai pas mis tous les slides. Vous pouvez récupérer le PDF sur notre site, mais on va avoir des choses assez intéressantes, donc notamment par exemple les fréquences d'attaque. La plupart des entreprises en France ont subi différents types d'attaques de sécurité, de vol de données et autres durant l'année écoulée. Bon nombre d'entre elles ont eu des incidents chaque mois, quasiment. On voit que 36% des entreprises françaises ont subi des attaques de ransomware les 12 derniers mois. Et la plupart ont été victimes entre 1 à 5 attaques au cours de l'année écoulée. Donc les entreprises françaises qui ont participé à cette enquête occupent une position un peu plus enviable par rapport à la moyenne mondiale qu'on a sur le rapport Worldwide de Osterman. Et on va voir comment en fait ces entreprises arrivent à subir 1 à 5 attaques au niveau des ransomware. Un autre élément intéressant, c'est comment le ransomware atteint-il une entreprise. Et là, on s'aperçoit que 40% des entreprises ne le savent pas. Alors, ils ont souvent le bon réflexe de détecter le patient zéro, la première machine qui a été infectée, et de l'isoler totalement du réseau. Par contre, là où ils vont avoir un réflexe un petit peu moins judicieux, c'est de dire on efface la machine. Donc, très bien, on a éliminé la menace, on a perdu quelques données qui pourraient pu être localement déposées par l'utilisateur, mais on ne sait pas comment s'est produite l'attaque. Généralement, c'est toujours via du phishing ou via un mail, mais le problème, c'est que ça n'est pas déterminé à 100% par les entreprises. Donc là, on va pouvoir voir comment on peut, nous, amener les entreprises à comprendre comment s'est déroulée l'attaque, quelle a été la faille au niveau de l'infrastructure pour pouvoir justement éviter que ça se reproduise. On a de plus en plus aujourd'hui d'attaques qui passent par les sites web, puisque les éléments mail sont aujourd'hui de plus en plus sécurisés par différentes solutions qui existent. Et on a ajouté la clé USB à 0%. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est intéressant de le voir, puisque par exemple, l'année dernière, on avait eu un ransomware qui se diffusait par tout ce qui était les stockages amovibles, qui était Zcryptor, qui venait modifier l'autorun.inf pour pouvoir par la suite infecter toutes les machines sur lesquelles on mettait cette clé USB. Donc, la clé USB, pour l'instant, c'est pas encore un élément qui est réexploité, mais il faut garder en tête que les cybercriminels vont utiliser tout l'arsenal possible et tout ce qui est utilisé par un utilisateur lambda pour pouvoir atteindre leur but et infecter une entreprise. L'importance de la lutte, 88% des répondants accordent une priorité élevée ou très élevée forcément à la résolution du problème des ransomware. La moyenne mondiale aujourd'hui est située autour de 75%, donc nous, Gaulois, prenons vraiment à cœur cet élément.
Bien sûr, c'est les États-Unis qui sont principalement la cible numéro 1 de ce genre d'attaque. Mais en France, on considère bien cette problématique. Après, il faut trouver les bonnes solutions à mettre en place pour pouvoir pallier à ce genre d'attaque. Alors, un élément qui a récupéré un petit peu de gloire au niveau de l'infrastructure, c'est la sauvegarde, bien entendu, qui doit être régulière. Alors, sauvegarder, c'est bien, mais dans le monde de la sauvegarde, c'est la restauration qui nous intéresse. Donc, s'assurer que les restaurations fonctionnent. La sécurité de la messagerie, puisque c'est un des principaux vecteurs d'infection, de transition des ransomware ou des charges utiles. On va avoir de la segmentation réseau, des solutions diverses, soit locales, soit externes, pour lutter contre ces ransomware. Mais de manière générale, il faut avoir une bonne hygiène informatique au niveau de son infrastructure. J'entends par hygiène informatique, éviter de laisser des droits ouverts sur des répertoires quand on fait de la sauvegarde sur disque notamment, mais limiter les droits au service de backup et rien d'autre. S'assurer que les droits utilisateurs sont bien maîtrisés, qu'ils n'aient pas le droit d'installer des choses, etc. L'année en cours, en termes de chiffre mondial, on a eu en l'espace d'un an plus de 70 milliards d'investissements au niveau de la sécurité. Et pourtant, quand on a eu WannaCry qui était arrivé au mois de mai, ça n'a pas empêché d'avoir des millions de machines infectées. Donc il faut essayer d'avoir des investissements qui sont judicieux, qui sont cohérents. Et un des principaux éléments qu'on va retrouver dans le rapport Osterman que je n'ai pas mis, mais aujourd'hui en France, on estime que une lutte efficace passera obligatoirement par l'apprentissage et de la formation de tous les collaborateurs au sein de l'entreprise. C'est pas parce que on est un simple employé dans une entreprise qu'il faut prendre les choses à la légère. C'est le gagne-pain de plusieurs salariés. Si on vient à immobiliser une journée, 2 jours, comme on l'a vu pour les entreprises comme Renault quand elles ont été touchées, ça va avoir forcément un impact sur leur vie professionnelle. Je vais vous montrer, puisque 40% des entreprises françaises qui ne savent pas comment elles ont été infectées ou comment ça fonctionne, je vais vous montrer les différentes éléments qui font qu'un ransomware arrive à pénétrer les infrastructures, la détection et réussir, et la réussite de leurs attaques. C'est de plus en plus ingénieux. Auparavant, on avait un kit d'exploit qui utilisait une méthode. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les hackers vont beaucoup plus loin et sont capables d'embriquer différentes techniques pour pouvoir atteindre leur but. Donc, dans le cas de JAF, il a une petite particularité, c'est il s'est basé sur les botnets Necurs. Donc, qui ont été en fait une armée de machines qui ont été détournées et qui ont permis de pouvoir distribuer en masse les mails qui contenaient ce ransomware. Donc, comme je disais tout à l'heure, JAF, lui, aujourd'hui, oscille autour de $3000 pour pouvoir décrypter vos fichiers. Donc, c'est Netcurs Botnet qui ont livré les mails déguisés en factures. Donc, les mails contenaient des sujets comme copie de facture ou facture à régler. Et pour biaiser et éviter tous les systèmes de IP réputation, forcément, quand on est basé sur du botnet et que le mail part d'une adresse IP publique qui est viable, et ça va déjà passer tous les systèmes anti-spam qui vont faire de l'IP réputation. On va avoir tout ce qui est basé sur de la signature, qui va se retrouver confronté à des mails avec des pièces jointes qui ont des noms totalement aléatoires. Donc là, la signature est totalement bypassée aussi en termes de sécurité. Donc lorsque la victime reçoit sa facture, à l'arrivée au format PDF, dans un mail, l'utilisateur cliquait sur ce PDF pour voir le contenu de la facture et le PDF lui demandait d'ouvrir le fichier Word qui était associé. Et là, l'utilisateur, bien entendu, se retrouvait avec un fichier Word qui disait attention, pour pouvoir voir le contenu, il faut activer les macros. Et cette macro, bien entendu, utilise des techniques pour récupérer les éléments nécessaires à l'élaboration du malware via une URL. Donc moi, ce bouton activer les macros, je l'appelle infecte-moi, puisqu'aujourd'hui, on a énormément de campagnes qui vont utiliser des macros pour pouvoir passer les sécurités de votre infrastructure.
Donc quand le malware est téléchargé, il va commencer immédiatement à s'exécuter. Nicolas, excusez-moi, je me permets de vous interrompre. Euh, Par défaut, ce bouton télécharger des macros sous Word, il est activé ou c'est l'inverse qui se produit? Alors ça a été au préalable, il était actif et suite aux fameuses campagnes Gridex que nous avons eues, alors j'allais dire il y a quelques années, mais en fait ça remonte à l'année dernière. Euh, Microsoft avait sorti une mise à jour pour que toutes les versions d'Office demandent l'activation à l'utilisateur. Et par défaut, avant, sur certaines versions d'Office, il n'y avait pas cette nécessité de cliquer sur le bouton activer la macro pour que la macro soit directement active. C'était automatique. Donc ça a été une sécurité qui a été ramenée par Microsoft sur des versions ultérieures et les versions récentes d'Office. Ok. Alors, quand le ransomware, quand le malware est téléchargé, il va y avoir une analyse du système pour pouvoir cibler les fichiers qui vont être cryptés. Alors, le cas de Jaff, il avait les extensions de fichiers qui étaient assez importantes. Il y avait toutes les photos, les documents, Office, etc. Mais la liste était assez longue et chaque fichier allait être crypté. Une fois que l'encryption était terminée, une deuxième URL était utilisée pour un rappel de post-infection sur les serveurs des cybercriminels. Donc ça, c'était le comportement de ce qui se passait dans cette fameuse macro. Dans l'ensemble, on avait différents événements. Et qu'est-ce que pouvait voir la victime? Donc, il voyait tout simplement un fichier PDF, qui disait, ouvrez le fichier doc qui est fourni avec. Donc, et là, le fichier doc se lançait. Et comme je le disais tout à l'heure, avec ce fameux bouton infecte-moi, il était activé par l'utilisateur qui lançait l'encryption et bien sûr derrière demande de rançon que l'on connaît avec différents formats, texte, web, etc. Le service après-vente dans différentes langues pour expliquer à l'utilisateur comment ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Tout simplement parce qu'au sein de ces techniques, on va mettre en évidence aujourd'hui comment a été conçu ce ransomware Jaff et comment ça se fait que l'infection fonctionne. Donc le botnet qui était Netcures délivrait à peu près 5 millions de mails par heure, donc ce qui est assez conséquent quand même, et il a infecté jusqu'à plus de 6 millions de machines sur lesquelles ils ont récupéré différents malwares, ransomware, voire aussi des trojans bancaires. Donc c'est un réseau qui est assez utilisé. Il a même évolué puisque en 2017, Netcures a récupéré des capacités de DDoS. Donc ce sont des choses qui sont régulièrement mises à jour pour justement avoir des techniques qui permettent de pouvoir toujours être en avance par rapport à ce que les éditeurs vont proposer en termes de sécurité. Donc à chaque fois, c'est réinventé, ce qui permet d'être extrêmement difficile à bloquer au niveau des mails et des choses comme ça, puisque là, si on fait de la détection d'adresse IP de spammers ou autre, on va complètement passer au travers. Le deuxième élément, c'est que quand l'utilisateur va cliquer sur ce fichier PDF, il va y avoir une interaction qui est demandée à l'utilisateur. Donc, d'ouvrir le document Word qui suit. Donc là, on va avoir dans le PDF du JavaScript qui va être fait pour lancer le fichier Word qui est incorporé. Cette étape permet à l'attaquant de pouvoir faire ce qu'on appelle du sandboxing évasion. Donc, quand on va avoir des technologiles de sandboxing qui coûtent généralement assez cher, on va avoir de l'analyse statique, de l'analyse dynamique, et cette interaction ne va pas être faite par les constructeurs de sandboxing. Donc, ces deux étapes permettent de nécessiter l'interaction d'un utilisateur pour s'assurer qu'on n'est pas dans un environnement de sandboxing. Donc là, les attaquants vont tirer parti de l'ingénierie sociale pour guider les utilisateurs et leur faire part d'une notion d'action pour pouvoir continuer à lancer le déroulement de l'attaque. Si le fichier est arrivé dans du sandboxing, on n'aura pas cette interaction, donc l'attaque ne s'exécute pas, et donc le sandboxing va dire le fichier il est propre et il va le libérer à l'utilisateur.
Quand l'utilisateur va activer sa macro, la macro va générer son URL vers laquelle il va récupérer les éléments pour pouvoir récupérer la charge utile, pardon, et derrière élaborer le ransomware. Donc là, c'est pareil, ça va passer par des canaux qui vont être en HTTPS pour pouvoir passer à travers tous les firewalls sans qu'il y ait d'inspection du contenu du code. Et l'URL est cachée dans la macro, ce qui permet d'éviter tout ce qui est analyse dynamique qu'on peut retrouver dans certains agents antivirus ou dans certaines solutions de sandboxing. Les possibilités de protection vont en avoir différentes. De toute évidence, l'une des premières opportunités pour bloquer une attaque, c'est bloquer la livraison du courrier électronique. Là, dans ce cas, c'était un petit peu compliqué puisqu'on se retrouvait avec des variables en termes de nom, des adresses IP qui n'étaient pas des adresses IP blacklistées. Et les assaillants vont utiliser ces éléments-là pour pouvoir contourner vos protections en termes de solutions de messagerie. Donc à partir du moment où... Oui. Oui, je me permets de vous interrompre parce que justement, Damien, un des participants, pose une question intéressante par rapport à la messagerie. Il dit, aujourd'hui, il reste compliqué de forcer qu'un émetteur d'email en adresse IP corresponde à un DNS, c'est la résolution DNS inversée. Cette solution permettrait de bloquer nombre d'envois, ajoute-t-il, mais tous les serveurs de mail ne sont pas bien paramétrés. Et sa question est la suivante, et il nous faudra 3-4 heures pour y répondre, au minimum. Est-ce que c'est pas tout le SMTP qui est à repenser? Vous avez 4 heures. Le SMTP est une technologie très simple d'utilisation et c'est ce qu'on retrouve aussi dans n'importe quel logiciel. Windows, ça a été créé et élaboré pour qu'il soit simple d'utilisation, simple d'implémentation. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec le contrepartie de cette simplicité. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire de l'usurpation de mail, intercepter un mail sur Internet et puis modifier ce qu'il souhaite dans le corps du message pour refaire partir le mail et on n'aura pas cette possibilité de savoir si le mail est légitime et n'a pas été modifié. Donc c'est pour ça qu'on va avoir aujourd'hui des échanges pour certaines sociétés. Il va y avoir des échanges de certificats pour s'assurer que le mail n'a pas été modifié et bien un mail élaboré par la personne qui se trouve de l'autre côté. Mais il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui au niveau d'Internet et de tout ce qui est utilisé dans les entreprises. Le SMTP, c'est clairement quelque chose qui n'est pas sécurisé. Quand on voit certaines personnes qui nous disent on est allergique au cloud parce que c'est pas sécurisé, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas où vont nous donner, ils oublient tout simplement que leur mail a traversé la planète entière. Ils ne sont pas du tout sûrs qu'il n'y ait pas eu 3000 personnes qui ont lu le contenu du mail ou qui sont venues modifier le mail. Donc, il y a d'énormes travaux à faire à ce niveau-là, au niveau de la sécurisation des messageries. Mais il y a de plus en plus d'entreprises qui font de l'échange de certificats au niveau des mails. Mais ça reste encore, j'allais dire, promu que pour certaines très très grosses entreprises qui ont cette capacité de le faire. Mais oui, il y a des choses à revoir au niveau messagerie. Et quand on aura mis ces choses en place, il y aura forcément des bidouilleurs qui trouveront comment contourner le système aussi. J'espère que cette réponse satisfera Damien, mais sinon qu'il n'hésite pas à revenir sur le sujet. Et je vous laisse poursuivre, Nicolas. Juste pour illustrer votre propos, dans les 10 minutes qui viennent de s'écouler, je viens de recevoir sur ma propre messagerie plus de 5 mails qui sont clairement contiennent des fichiers PDF et qui sont des ransomware, notamment le scan dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc c'est vraiment quelque chose qui est c'est endémique aujourd'hui. Oui. Alors, où est-ce que j'en étais? Donc là, on va avoir la capacité aussi d'essayer d'avoir des outils au niveau de nos passerelles web ou autres, ou d'un antivirus de messagerie qui va essayer de s'assurer de la réputation dans les clouds des différents éditeurs, si le fichier a été vu, pas vu et quelle réputation il a. Et là, on se retrouve encore confronté avec un élément, avec des noms aléatoires. Ça devient très compliqué d'avoir des signatures up-to-date à ce niveau-là.
Quand bien même on va analyser le contenu du fichier, il ne se passera pas grand-chose puisque tout est caché dans la macro. La prochaine occasion est de pouvoir analyser le comportement dans une chaîne d'attaque. C'est ce que fait aujourd'hui Malwarebytes. On a toujours pris le contre-pied en termes de solutions de sécurité. Nous, on va être capable de pouvoir déterminer au plus tôt une chaîne d'attaque pour l'enrayer. Là, il faut avoir cette capacité de faire de l'analyse comportementale sur l'exécution de ces applications, les flux d'appel API et le comportement global de ces diverses applications. Donc ici, il faut avoir ces capacités de pouvoir traiter l'analyse de la partie JavaScript et l'analyse des macros en termes de comportement d'application. Une macro, c'est légitime. Par contre, si elle commence à se connecter sur Internet, là, on peut se poser des questions. Un PDF qui vous lance Acrobat Reader, c'est très bien. Maintenant qu'il y a un JavaScript qui soit lancé par le PDF et qui commence à faire d'autres choses, c'est pas très légitime en termes de comportement pour un fichier PDF. Donc, on peut avoir quand même des capacité de pouvoir intervenir sur ce genre d'attaque. Et bien sûr, il y a les IP malveillantes. On peut avoir en fonction des constructeurs de firewall, de solutions en local sur le poste de travail, des systèmes de blacklisting au niveau des connexions. Donc là, on peut avoir la capacité d'avoir une liste de blacklisting de serveurs connus comme étant des serveurs de malware ou des serveurs de cyberattaquants, notamment les serveurs de command and control, de ransomware, etc., qui peuvent être bloqués. Donc on a quand même aujourd'hui des capacités de pouvoir intervenir sur ces différents éléments et avoir cette capacité d'interagir au plus tôt. La dernière phase de post-infection callback ne changera rien si on l'intercepte, puisque de toutes les manières, les fichiers sont déjà cryptés. Mais on peut avoir quand même une connaissance de cette IP malveillante. Donc, dans cet exemple particulier, le blocage de l'étape, comme je le disais, n'a pas forcément de grand intérêt, mais le concept va s'appliquer de pouvoir essayer de bloquer des IP connus. Donc, toutes les techniques qu'on a vues sont des techniques qui existent, bien sûr, chez Malwarebytes, mais bien entendu, là, on a vu une attaque de type JAF, mais il faut rester vigilant. Les vecteurs d'infection, ils sont multiples. On l'a vu il n'y a pas très longtemps, il y avait des attaques via Facebook. On a beau pouvoir mettre en place ce qu'on veut en termes d'anti-spam, de firewall, de messagerie, de solutions de sécurité de messagerie. Si derrière l'utilisateur ouvre son Gmail ou son Yahoo et consulte ses mails et lance une facture qui est infectée par un ransomware, tout ce qu'on aura mis en amont ne servira à rien. Donc là, ça fait partie de tout ce qui est pédagogique, formation des utilisateurs, pour leur expliquer qu'aujourd'hui, on est sur quelque chose de très dangereux en termes de sécurité informatique. Ça fait partie de l'hygiène informatique pour les entreprises, de pouvoir, quand on intègre des gens, essayer de leur donner un minimum de background technique sur ce qui est à risque ou pas à risque dans le monde de l'entreprise. Malwarebytes, pour finir rapidement, je ne sais pas si je suis dans les délais ou pas, Stéphane. Malwarebytes aujourd'hui s'adresse depuis un peu plus d'un an et demi aux entreprises. Beaucoup d'ingénieurs et de techniciens connaissent notre solution gratuite qui permet de faire un scan en profondeur et de faire du curatif sur tous les éléments qu'on détecte. Et depuis un an et demi, on s'attelle au monde de l'entreprise. On a quelques petits clients comme Accenture, Nike et d'autres qui nous ont fait confiance. Et ce qui rend unique aujourd'hui Malwarebytes, c'est qu'on a 500 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Alors, c'est pas pour faire du file réputation. À chaque fois que vous recevez un fichier, on va consulter le data center de Malwarebytes pour vérifier si le fichier est bon. Mais ça nous remonte de la télémétrie. À chaque fois que vous exécutez un scan par Malwarebytes ou qu'une menace est détectée par le Malwarebytes, on va en être informé et modifier nos règles de comportement pour pouvoir lutter le plus efficacement au niveau des menaces. Malwarebytes, c'est 500 000 téléchargements par jour sur lequel on va venir désinfecter une machine, détecter et désinfecter une machine. Et ça met en exergue que sur ces machines, quel que soit l'éditeur, on va venir nettoyer plus de 3 millions d'objets par jour sur ces machines alors qu'elles sont protégées par une solution historique en place.
Comment fonctionne Malwarebytes? On l'a vu tout à l'heure, on va avoir un module de protection en temps réel, ce qui est directement hérité de nos technologies de détection, qui va venir essayer de rendre le plus difficile possible une attaque, quelle qu'elle soit, pour infecter notre système. On fonctionne en pré-exécution, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre que le fichier, la charge utile vienne s'inscrire sur le disque dur pour l'analyser. On va essayer de détecter au plus tôt une chaîne d'attaque. Et pour ça, on va avoir différents éléments. Donc, tout à l'heure, on voyait qu'il y avait toute la partie détection des IP malveillantes, etc. Ça fait partie d'un premier moteur qui est le Web Protection, sur lequel on va intégrer des sites des scammers qui vous effrayent en vous disant que votre licence Windows n'est pas à jour et qu'il faut appeler un call center en Inde. Ça va être tous les sites de commande et de contrôle, ça va être les sites même légitimes, mais sur lesquels on va avoir du malwaretising, où là, c'est pas le site qui a une menace, mais c'est la régie publicitaire qui a été infectée à la base, ce qui est super bankable pour les attaquants, puisqu'au lieu de se casser la tête à intégrer une charge ou un ransomware sur un site, ils tapent une régie publicitaire qui est diffusée sur des milliers de sites à la fois. On va faire du renforcement applicatif, donc là, on va venir pallier aux failles qui peuvent être utilisées sur vos logiciels. Si vous avez un vieux Java, si vous avez un vieux navigateur, on va connaître les failles et on va être capable de venir renforcer cette application pour qu'une faille ne soit pas exploitée par l'attaquant. On va avoir l'exploit mitigation qui va être là pour s'assurer que l'attaquant ne vous force pas à récupérer un fichier sur votre machine, comme si vous faisiez un enregistré sous le fameux clic infecte-moi. Tout ce qui est analyse comportementale de vos applications, donc notamment dans les campagnes Dridex, on détectait tout de suite que la macro essayait de se connecter à Internet sur un site malveillant. Donc là, on avait deux éléments qui étaient capables de bloquer l'attaque. Une des nouveautés, aujourd'hui, tout ce qui est next-gen vous parle de machine learning, d'intelligence artificielle. C'est notre moteur d'anomalie détection. On faisait du machine learning jusqu'à présent, depuis 2008. On a une nouvelle étape qui est franchie, avec un moteur qui va être capable de détecter très rapidement, de l'ordre de quelques millièmes de seconde, une attaque et de la bloquer. Et ça va avoir un sens sur l'évolution de nos solutions derrière, car l'anomalie détection pourra par exemple mettre en exergue qu'un fichier est très suspicieux et on pourra le renvoyer à nos équipes de reverse engineering qu'on a racheté en début d'année, qui s'appelle Saferbyte, une société de reverse engineering italienne et de pain testing, qui nous permettent de pouvoir aller plus profondément dans le contenu d'un fichier. Le payload analysis, ça va être toute la partie protection et analyse de fichiers pour détecter une charge utile. Le seul élément qui va fonctionner comme un antivirus, si on peut l'appeler ça comme ça, c'est le behavior monitoring. C'est notre moteur d'anti-ransomware. Donc, on va être capable de savoir quels processus d'encryption sont légitimes, si c'est du BitLocker, du PGP, du McAfee, qui encrypte le disque ou des fichiers, c'est légitime. Dès lors qu'il va avoir une encryption un peu barbare, non légitime, il va être capable de la bloquer et de mettre en quarantaine les éléments qui viendraient crypter vos fichiers. Et bien sûr, vous avez cette capacité toujours de curation de vos machines en profondeur. Dès lors qu'on va détecter une menace, on va utiliser notre moteur Linking Engine. Donc on analyse le fichier pour s'assurer qu'il n'y ait pas de liaison avec des objets dans la base de registre, sur une DLL ou autre, pour que votre poste soit propre et vous évite d'être réimagé. C'est l'intérêt de Malwarebytes aujourd'hui, c'est qu'on va redonner des ressources puisqu'on va virer tout ce qui est PUP et PUM, donc les logiciels non sollicités ou tout ce qui va venir, les tâches de barre de navigation qui se rajoutent et viennent consommer des ressources machines ou Internet sur vos machines. Nicolas, je me permets de vous interrompre parce que j'ai pas mal de questions qui arrivent. Voilà. Oui, non, mais des questions très intéressantes, vous allez voir. La première, je vais d'abord répondre à notre compatriote de la Martinique qui s'est levé à 5 heures du matin pour pour assister à cette présentation. On le remercie, on souhaite que tout se passe mieux en Martinique et en Guadeloupe, ainsi que à Saint-Martin. Vous recevrez tous l'intégralité de cette présentation que nous enregistrons. Donc ça, c'est le premier point que je voulais dire. Le second point, et c'est Daniel qui vous pose cette question, Nicolas. Il vous dit, bon, tout ça est bien gentil, enfin je le formule avec mes mots, mais qu'est-ce qui se passe si la première
chose que fait le ransomware consiste à essayer et arriver à couper le Malwarebytes, le service Malwarebytes. Et nous dit Daniel, j'ai été victime d'un ransomware sur un serveur en Windows 2008 standard, toute la machine a été cryptée, une attaque via un port IP apparemment, machine protégée par antivirus à jour, Malwarebytes à jour. La première action de l'attaque a été d'arrêter le service Malwarebytes avant d'installer sur ces deux points, etc. et de l'activer pour crypter l'intégralité du serveur, la sauvegarde externe et les disques partagés via réseau. Oui. Que dites-vous à ça? Alors, je vais dire différentes choses. La première, je le vois avec différents partenaires, on a une recrudescence des attaques par RDP. Donc, je ne sais pas encore qui le fait, mais il y a des cybercriminels qui sont spécialisés pour détecter si les ports RDP modifiés ou pas sont ouverts sur Internet, et ils vont faire du brute force jusqu'à récupérer le mot de passe admin. Et à partir du moment où ils ont le mot de passe admin, ils vont prendre la main sur le serveur. Et là, étant admin, ils peuvent désactiver toutes les solutions du monde sur le serveur. Et après, soit ils passent par la presse à papier, soit ils montent un share pour pouvoir balancer un ransomware sur le serveur. Donc là, sur ce type de technique, hélas, qui que nous soyons dans la sécurité informatique, on ne pourra rien faire étant donné que c'est un administrateur qui va venir infecter le serveur. Nicolas, oui. Le ransomware en question, précise Daniel, c'est X3M, et il demande préciser le RDP. Le RDP, oui. C'est du Remote Desktop, c'est du TSE. Donc à partir du moment où ce port est ouvert par facilité pour certains intégrateurs ou autres, sans qu'il y ait un firewall ou un VPN, c'est la porte ouverte à toutes les attaques possibles. C'est comme si je mettais un mot de passe à 2 lettres sur ma porte d'entrée et puis quelqu'un va pouvoir ouvrir ma porte dès qu'il aura trouvé ce mot de passe-là. Pour ce qui est de certains malwares ou attaques qui aujourd'hui ont la capacité de pouvoir soit faire tomber les services de sécurité des grands éditeurs, parce que c'est ce qu'ils visent en général, la dernière version de Endpoint Protection chez Malwarebytes dispose de capacités d'autoprotection, ce qui permet de ne plus pouvoir désactiver les services même si on est admin sur la machine. Donc pour une attaque traditionnelle qui essayerait de faire tomber les services ou désinstaller la solution, ça ne sera pas possible avec la dernière version d'Endpoint Protection. Pour une attaque de brute force sur du TSE RDP, là par contre, on pourra mettre ce que l'on veut en place. L'attaquant aura le moyen de pouvoir supprimer tout ce qu'il souhaite. A priori, votre réponse convient à Daniel, puisqu'il nous dit, effectivement, ce serveur de test était en DMZ. Ah, bah écoutez, je suis ravi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très préoccupant. En l'espace de quelques semaines depuis la rentrée, j'ai déjà eu plusieurs intégrateurs qui m'ont appelé pour m'indiquer qu'ils voulaient supprimer la version en place de sécurité sur les serveurs parce que ça avait laissé passer un ransomware, mais il faut en fait essayer de regarder ce qui se passe de manière globale. Et comme je disais tout à l'heure, c'est de l'hygiène informatique. C'est comme si je sais, les clés de ma maison sur la porte, forcément, tôt ou tard, quelqu'un va rentrer dans ma maison. En termes de ce qu'on a vu tout à l'heure, si tu n'as plus de questions, Stéphane. Oh, j'en ai plein. Alors, on les notera. Moi, je me permettrai de vous répondre, s'il le faut, à chaque question les unes après les autres, sans aucun souci, où on pourra se recontacter pour faire une discussion plus intime entre les différentes personnes et moi-même. Non, mais j'en ai une, Nicolas, que je vais vous poser parce que c'est moi-même je souhaitais la poser et Damien est revenu là-dessus. Et il dit, que pensez-vous de l'infection? Et vous en avez parlé, un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais que vous reveniez un peu plus en détail. Que pensez-vous de l'infection récente de CC Cleaner? Est-ce que Malwarebytes a détecté la menace, ou était-ce vraiment un nouveau mode d'infection? Est-ce que ça risque de se répandre, ce genre d'infection, directement chez l'éditeur? Je pense par exemple à tous les logiciels libres. Et je compléterai cette question
là avec une réflexion personnelle, vous avez dit tout à l'heure, les personnes qui sont équipées de Malwarebytes étaient par définition protégées. Vous confirmez ça? Alors, il y a deux choses. Alors, le cas CC Cleaner, c'est pas l'exécutable CC Cleaner qui est en cause en lui-même, hein. C'est qu'au moment de l'installation, il y avait comme qui dirait en fait un bundleware qui installait le Trojan sur la machine. Donc à ce niveau-là, c'est ce qu'on va retrouver dans le monde du jeu logiciel libre. C'est-à-dire que vous allez sur un site sur lequel vous voulez avoir un viewer de photos, un lecteur MP3, ce que vous voulez. Ces sites-là, ils ont besoin de vivre pour l'hébergement des fichiers. Le développeur qui vous propose un outil gratuit a besoin de vivre aussi, même si l'outil est gratuit, tout ce qui est freeware derrière, il faut bien avoir une contrepartie. Et donc tout ça est financé par un mode d'installation de logiciels qui vont être non souhaités. C'est ce qu'on appelle chez nous les PUP, Potentially Unwanted Programs, qui vont venir s'insérer dans votre package et qui vont venir installer d'autres éléments sur votre machine. Donc, dans le cas de CC Cleaner, la backdoor n'était pas vue en temps réel au moment de l'installation. Par contre, au moment du scan, elle était détectée. Donc, Malwarebytes, grâce à ce moteur de détection et de curation, a eu la capacité de supprimer cette backdoor. Alors, quand on regarde sur les préconisations de l'éditeur, ils avaient simplement dit, pour corriger le problème, il suffit de vous mettre à jour. Non, la mise à jour ne réglait pas et ne supprimait pas le problème de cette backdoor. Mais c'est ce qu'on va retrouver sur tous les logiciels qu'on peut récupérer sur des sites où vous avez en général le bouton sur lequel il faut le plus se méfier, c'est le gros bouton vert avec écrit Download. C'est là-dessus que vous allez récupérer d'autres bundleware qui vont permettre de pouvoir financer l'hébergeur, le codeur, enfin le créateur du logiciel que vous avez téléchargé, puisqu'à chaque fois, ça va permettre de récupérer 1-2 $. Derrière, en général, on va avoir souvent des campagnes de rogue. Les campagnes de rogue, ça va être c'est des malwares qui vont venir s'immiscer sur votre poste et qui vont aller faire du clic sur des sites de pub. Bien entendu, pour pouvoir engranger de l'argent pour les cybercriminels qui ont créé ce genre de malware. Donc oui, on va l'avoir, on l'a de plus en plus. Il y a 15 ans, on pouvait aller sur un site comme 01.net, Clubic, etc. sans aucun souci, sous une forge. Aujourd'hui, il y a eu, alors on avait fait une étude dessus, je sais plus, mais c'est assez phénoménal, hein, puisqu'on est passé de l'ordre de 2 à 300% de sites qui aujourd'hui vous imposent entre guillemets du bundleware. Alors, c'est quelque chose d'intéressant. Là, aujourd'hui, Malwarebytes va être capable de le détecter au moment d'un scan. On sortira un produit qui bientôt sera capable de le détecter au moment de l'installation. On sera capable d'analyser tous les process cachés au moment d'une installation d'un logiciel et qui sera même capable de vous avertir que, attention, vous n'avez pas coché ici cette case, ça va vous ajouter un PUM sur votre machine. Je pense notamment à du Skype. Si vous ne faites pas attention, il va vous mettre la page par défaut de MSN et il va vous mettre vos moteurs de recherche de votre navigateur sur Bing. Mais ça, c'est à l'initiative de l'utilisateur qui ne fait pas attention quand il installe son logiciel ou s'il n'a pas choisi un mode d'installation avancé. Donc on en aura de plus en plus. Et là, quel que soit votre éditeur de sécurité, si ce sont des éditeurs traditionnels, ils n'auront pas cette faculté de pouvoir nettoyer ce genre d'éléments. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a une question qui vient d'arriver de Lionel. Il dit, on sait qu'il existe des conditions de déclenchement de la charge dans beaucoup de ransomware, comme par exemple la langue d'utilisation. Si langue russe, je ne déclenche pas. Par exemple. Tout à fait. Peut-on imaginer, au-delà de l'étude de comportement du malware, une espèce d'écran de fumée faisant penser qu'il ne faut pas déclencher? Je pense que ce que vous venez de dire dans la prochaine version du logiciel répond en partie à cette question, mais pouvez-vous y répondre de manière plus précise? Est-ce qu'il faudrait mettre un écran de fumée pour éviter que le ransomware, enfin que la charge ne s'exécute? Absolument. Ça peut être une technique comme un autre, une technique d'ailleurs qui est déjà exploitée. Alors, d'une manière un petit peu différente, Malwarebytes utilisait une technique qui s'appelait Caméléon. Certains postes, quand ils sont infectés, vous empêchent totalement d'installer une solution de sécurité. Donc,
pour les utilisateurs un peu poussés de Malwarebytes, il y a une solution qui permet de faire un mode caméléon, qui permet de faire croire à ce genre de malware qui va vous empêcher d'installer une solution de sécurité que c'est un service anodin qui est lancé. Et en fait, c'est Malwarebytes derrière qui va venir et purger complètement la machine. Donc ça peut être une technique, se faire croire qu'on est en Russie, hein, puisque de toutes les manières, les cybercriminels en général évitent de taper dans leur pays pour éviter les représailles au niveau de la justice. Ça pourrait être une technique. On peut avoir différents modes de protection, que ce soit à ce niveau-là ou à d'autres au niveau de déclenchement de charge. Mais là, je peux pas tout divulguer non plus. Je suis tenu à certaines confidentialités au niveau des solutions de Malwarebytes. Vous n'avez juste qu'un il y a pas mal journaliste de avec techniques. Hein. Pardon. Ok. Ah ben mince alors, nous dit Lionel. Oui, je suis d'accord avec lui. Gérard vous demande, dans la gamme de vos produits, avez-vous la capacité de bloquer les attaques provenant de messagerie Lotus Domino? C'est vrai il y a encore des gens qui utilisent Lotus Domino. Oui, hein, il y en a encore. Si je vais revenir en arrière. Hop, non, je vais dans le mauvais sens. On ne fait pas de l'anti-spam, on ne fait pas de l'antivirus, donc on se fiche de savoir si c'est du Notes, du Firebird, du Domino. En fait, on ne va pas venir examiner le mail, par contre, on va venir analyser l'application par rapport à ce niveau-là. L'analyse comportementale va vérifier le comportement de votre application. Donc, si vous ouvrez un fichier doc et que le fichier doc fait du JavaScript ou toute autre action, votre fichier Excel qui va faire des macros va utiliser un comportement qui est anormal par rapport à notre connaissance, on va venir l'intercepter. Et c'est là l'intérêt, c'est que pour une société qui va mettre une partie de ses investissements sur une protection de messagerie d'entreprise, c'est très bien, mais quid de la messagerie personnelle que la standardiste va utiliser 15 fois par jour pour consulter ses mails perso. Là, on va avoir cet avantage, c'est qu'on va couvrir le comportement des applications. Alors, ça va des navigateurs, bien sûr, mais ça va aussi au niveau des lecteurs multimédia, au niveau du pack Office, au niveau d'Adobe, au niveau de Java, au niveau de Silverlight. Donc, on n'a pas de limitation au niveau des applications en elles-mêmes. Je ne viendrai pas regarder ce qui se passe dans le Notes, par contre, je viendrai regarder ce qui se passe en termes de comportement en dehors du Notes. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Alors, je sais que le Notes, on peut faire beaucoup de choses en interne au niveau de Notes. Ça peut servir de CRM, de beaucoup de choses en fonction des modules qui ont été intégrés dans Notes. Mais là, au niveau de Notes, on n'a pas de problème de compatibilité dessus. Alors, 2-3 petits points. Emmanuel parle, c'est un confrère à vous, il dit que les solutions Exchange Online interceptent les ransomware, beaucoup de clients qui n'ont plus d'attaque depuis cette mise en place. Donc c'est la solution de messagerie cloud de Microsoft. Et il dit également pour le TSE, nous mettons en place la passerelle TS Gateway, qui est un TSE privé et qui ferme le port RDP 3389, ce qui évite les infections. Oui. Un autre point qui était Daniel tout à l'heure, dans son cas, le service TSE détourné créait une imprimante dont le nom était en russe. Oui, il y a eu pas mal de claviers en russe aussi. Quand les personnes se sont loguées le lendemain matin, ils se sont aperçus que le clavier était en russe. Donc, on prévoit que ça vient un peu du côté de l'Est, hein, mais alors, et là, c'est une question que je vous pose moi. Enfin, j'ai une question. À peu près nous tous maintenant, nous avons ouvert en permanence sur nos postes de travail le Facebook et le LinkedIn. Est-ce que c'est pas là, par ces réseaux sociaux, que peuvent venir demain les plus gros risques d'infection qu'on pourrait avoir sur nos machines? Ça peut être les cybercriminels essayent d'utiliser ce qui est le plus simple pour faire de la pêche au gros. Donc tout ce qui est aujourd'hui très utilisé va être une cible de choix que vont essayer d'utiliser les hackers. C'est pour ça qu'aujourd'hui on voit une recrudescence de ransomware sur la téléphonie Android.
On n'en parle pas énormément parce que c'est pas encore quelque chose de très important pour certaines entreprises qui sont souvent sous iPhone ou du BlackBerry ou qui ont différentes solutions, mais pour les particuliers, ça commence à être préoccupant. On l'a vu, hein, des Google App Store et consorts ont déjà eu des éléments qui ont été infectés au niveau de leurs applications. Donc tout ce qui va être aujourd'hui en capacité de fournir un maximum de victimes à un cyberattaquant va être exploité. On l'avait vu avec Facebook et une image JPEG qui était piégée, qui transitait. Alors après, bien sûr, des gens comme Facebook et autres essayent de mettre un maximum de choses en place pour éviter ce genre d'attaque, mais tôt ou tard, on pourrait avoir quelqu'un de plus ingénieux qui arrivera à passer toutes ces défenses. Je vous remercie Nicolas. Oui, effectivement, c'est un point qui va être très très important. Gérard pose une question qui va prendre de plus en plus d'importance, notamment avec le RGPD, ce que je viens de lui répondre en privé, qui est la question de l'hébergement de vos serveurs. Est-ce qu'ils sont en Europe? Autrement dit, la question, peut-on s'assurer de la localisation des données, car dans le cas d'une administration, une réglementation préconise des clouds dits souverains, donc hébergés en France ou en Europe. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, notre cloud est basé aux US, chez Amazon, directement. Donc, on a toute une charte au niveau légal qui est bien détaillée pour les avocats et autres en termes de juridiction, qui explique que tous les éléments sont privés, etc. On n'a pas encore de cloud souverain. Malwarebytes étudie la possibilité d'ouvrir une tête de pont en Europe. Maintenant, on a une solution qui est totalement on-premise. Donc, on a une solution qui permet de pouvoir bénéficier de ces 7 couches de protection avec une console en local, sans aucun souci. Je pense que ça répond à la question de notre auditeur. Je ne pourrais que vous suggérer, Nicolas, de dire à vos supérieurs américains de ne pas installer cette plateforme européenne en Angleterre. Mais Alors, il y en a beaucoup, elles sont pas en Angleterre, mais on est en train de travailler, c'est pas encore abouti, mais avec certaines entreprises qui devraient peut-être, elles, montrer déjà un cloud souverain français et qui, par leur biais d'une offre commerciale, proposeraient pour des entités type justement gouvernementale ou autre, adhérer à notre solution tout en ayant une solution cloud. Je vous en prie. Alors, il y a une question que je vous pose moi-même. Vous savez que Amazon a décidé d'ouvrir un cloud en France, tout comme Microsoft avec Azure, enfin des data centers en France. Donc, ça peut être une solution aussi pour vous de déporter des clients français vers le cloud Amazon français. Et il y a une autre question qui est effectivement tout à fait intéressante, c'est au-delà du cloud souverain, est-ce que vous avez le tampon ANSI? ANSI, non, pas encore. On avait eu un début de rapprochement l'année dernière suite au FIC que nous avions fait. Cette année, on va réitérer le FIC. Donc, on a eu des approches avec l'ANSI, mais pour l'instant, enfin à l'époque, nos solutions cloud n'existaient pas. Donc elles sont sorties au mois de juin, donc c'est très très récent. On a un très très gros focus développement autour du cloud puisque ce sont des millions d'utilisateurs qui depuis pas mal d'années ont demandé à Malwarebytes de proposer une solution cloud. Là, la solution cloud est arrivée, elle évolue tous les mois. Tous les mois, on a une mise à jour importante qui permet d'améliorer nos solutions et d'améliorer les fonctionnalités qu'attendent nos clients. Donc, bientôt, on va avoir le multitenant qui va arriver pour nos partenaires qui pourront superviser et gérer les consoles de leurs clients. Donc, on a énormément de choses. Pour l'instant, on n'est pas estampillé ANSI. Mais on a d'autres certifications américaines déjà pour le moment au niveau de nos solutions. Mais comme vous l'avez dit, la démarche a été initiée. Donc on peut envisager que vous ayez une certification ANSI à un horizon
Ah bah moi, je serais le premier ravi. Bah, bien entendu, il y a un certain nombre de ce qu'on appelle les OIV parmi les personnes qui participent à ce webinaire. Je n'ai plus de questions et D'accord. l'assistance non plus. Donc, ce que je vous propose, Nicolas, c'est de nous donner un mot de conclusion et peut-être une ou deux questions parce que l'heure tourne quand même. On en est déjà à plus de 50 minutes. Et Alors, bah, je vous en il me prie. reste deux, trois slides et puis après, je conclurai. Euh, Par exemple, pour vous montrer comment on a réagi face à NotPetya, puisqu'on a été les premiers notamment à bloquer Loki, alors qu'on est on est une solution qui fonctionne que sur de l'analyse de comportement, et c'est ce qui a fait qu'on a bloqué Loki, puisque Loki, on a tout de suite déterminé que c'était un ransomware. Alors après, on lui donne toujours un nom générique, et on a eu la même chose face à NotPetya, par exemple, qui a fait pas mal de dégâts aussi. Tout simplement, bah, c'est cette chaîne d'attaque qu'on va être capable de détecter, donc le profiling, quand l'attaquant essaye de faire un petit peu l'analyse de votre poste pour pouvoir utiliser une faille. Il va essayer de délivrer la charge qui va exploiter la faille qu'il a détectée, et toute la partie payload d'exécution qui va prendre la charge pour élaborer le ransomware et derrière crypter vos fichiers. Face à des ransomware non connus, généralement, on va avoir ce module anti-ransomware qui va réagir, puisqu'on est en 0 hour, qui va bloquer la menace et qui va permettre de prévenir notre R&D très rapidement pour pouvoir dire, bah voilà comment on a détecté cette faille et les éléments qui vont permettre de pouvoir faire du reverse engineering et déployer tout de suite une nouvelle règle comportementale sur une nouvelle menace. Donc c'est ce qu'on va avoir aujourd'hui, c'est cette capacité de déterminer tout de suite qu'il y a une brèche au sein d'une entreprise et de diminuer ce temps de séjour d'une brèche. On le sait dans les entreprises, comme on l'a vu, Deloitte, il n'y a pas très longtemps, ont avoué avoir eu une faille l'année dernière qui avait exploité des données et qui avait laissé fuiter des données. Donc on va avoir des composants comme ça qui vont permettre de pouvoir lancer des scans très rapidement, même sans installation d'une solution, puisqu'on a des éléments qui sont totalement agentless, c'est de l'invite de commande qui est scriptable et donc qui va permettre de pouvoir s'insérer dans les éléments qui ont été investis dans l'entreprise, un SIEM, un SOC, travailler en communion avec d'autres solutions pour pouvoir scanner très rapidement un élément et bloquer des failles qui auraient pu être trouvées. Donc ça va être aujourd'hui cette capacité de Malwarebytes d'être très réactive en utilisant des éléments génériques, des catégories d'attaque. On sait qu'une backdoor, ça a tel comportement, on sait qu'un trojan ou un ver, un ransomware a tel ou tel comportement, ce qui va nous permettre d'être tout de suite réactif pour pouvoir bloquer ces attaques. Alors, ça Pour ramène finir, Non, je vous pose la question tout de suite avant que vous finissiez, excusez-moi. C'est une question simple, mais elle mérite une réponse. Est-ce que Malwarebytes peut être installé avec n'importe quel antivirus? oui, on a toujours été complémentaires puisque à la base, on était plus un outil de remédiation, donc c'est-à-dire une capacité de nettoyer tout ce qui n'était pas des virus. Donc, on a toujours été dès le départ complémentaire à une solution antivirale. L'antivirus n'est pas quelque chose qu'on dénigre, puisque ils ont quand même jusqu'à présent bien tenu leur rôle de protection des postes et des serveurs. Mais pour ce qui est aujourd'hui des APT, ils sont un petit peu moins efficaces. Donc on est tout à fait complémentaires. Sur les une année et demie de conquête du marché de l'entreprise, 50% des utilisateurs Malwarebytes entreprises n'ont pas renouvelé leur antivirus. De par notre capacité d'être en pré-exécution, donc souvent, ils vont voir intervenir notre solution en les popant, en leur disant le site sur lequel vous êtes est malveillant ou le document Word a été fermé parce qu'une macro est malveillante, etc. Donc, quand vient la phase de renouvellement, ils se posent le choix de soit continuer avec l'éditeur en cours parce que ça leur amène d'autres choses, du déploiement, du patch, de l'analyse de failles ou de l'encryption de disques complets, soit ils passent directement sur une solution type Windows Defender qui est inclus dans leur programme. Mais on a cet avantage de dire on peut complémentariser votre solution, on n'est pas obligé de supprimer totalement un antivirus d'une entreprise parce qu'on met du Malwarebytes. Bien au contraire, on vient souvent renforcer les investissements de l'entreprise
après, libre à l'entreprise de faire son choix chaque année en termes de renouvellement. Et d'ailleurs, Endpoint Protection est certifié maintenant au niveau de Windows Action Center pour, si on supprime l'antivirus historique, que Windows Action Center puisse prendre en compte qu'il y a une solution de sécurité sur le poste. Merci beaucoup Nicolas, c'est très clair. Je vais vous demander votre dernier slide et puis un mot de conclusion, si vous le voulez bien. Écoutez, en conclusion, essayez d'être vigilant. N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez que l'on se rencontre, que l'on fasse un POC. Nous sommes à votre service. En France, nous sommes plusieurs à travers le channel et les équipes Malwarebytes se renforcent de jour en jour pour pouvoir accompagner les entreprises françaises. Donc, n'hésitez pas à tester notre solution, à revenir vers nous, à nous rencontrer sur les différents salons. Là, dans peu de temps, on va faire un salon sur le cloud à Paris, à Porte de Versailles. Donc, nous serons présents sur le salon pour pouvoir échanger avec vous en termes de sécurité. Écoutez, merci à vous tous. Vous voyez sur le dernier slide les adresses. Nicolas, et je sais que ce n'est pas un vain mot, est réellement à votre disposition. Si vous lui envoyez un mail, il vous répondra sans aucune difficulté. Et donc, n'hésitez pas à le contacter, ou moi-même si vous le souhaitez. Merci encore pour votre présence et votre attention. Je vous communiquerai les chiffres ultérieurement, mais on a eu une très très forte participation. Et nous en sommes bien évidemment tous ravis. Nous vous souhaitons une bonne journée, voilà, et faites attention au ransomware et autres menaces. Bonne journée à vous tous, merci. Merci, bonne journée.